Alors, je vous présente notre premier conférencier, le docteur Denis Soulière. Le docteur Soulière est hémato-oncologue à l'hôpital Notre-Dame du CHUM qui nous reçoit ce soir en grande partie grâce à lui. Denis Soulière, il se spécialise dans les cancers génitaux, urinaires et tête-cou. Il est aussi chercheur tant au niveau de la recherche clinique que de la recherche de biomarqueurs, qui est quelque chose qui est pas mal important pour nous autres. Il est membre depuis plusieurs années à titre bénévole du conseil médical aviseur de l'Association canadienne du cancer du rein. Et on se voit presque à chaque année au Forum canadien sur le cancer du rein. Et dont il va être le président d'honneur à la prochaine édition en janvier dernier. C'est peut-être même une nouvelle pour ma présidente. J'espère que je l'ai un peu réveillée si elle dormait. Merci, Denis. Merci. Alors, bonsoir. Donc, la présentation de ce soir, ça ne se veut pas un rappel de tout ce qui existe comme médicament. Je vais revenir un petit peu là-dessus, mais je veux surtout donner une perspective un petit peu historique là, de ce que l'on fait dans le cancer du rein. Quand j'ai commencé ma pratique, moi, ça fait presque 15 ans, ça va faire 15 ans au mois de novembre, donc dans quelques semaines. Je pense que j'ai commencé ici le 2 novembre 1998, donc ça s'en vient. J'avais pas de cheveux gris, j'en ai. J'avais pas de poils gris dans la barbe, j'en ai. On avait à ce moment-là, dans le cancer du rein, très peu de thérapies qui étaient disponibles. En fait, les traitements qu'on avait, c'était de l'interféron, que probablement la plupart d'entre vous n'ont jamais eu ou n'en ont pas entendu parler. Et qu'essentiellement, on ne donnait pas pour la très grande majorité des patients. Pourquoi? Parce que c'est un médicament qui était très toxique, qui donnait tellement d'effets secondaires que on considérait que les désavantages étaient supérieurs aux avantages que l'on obtenait avec ce médicament-là. Il y avait aussi de l'IL-2, l'interleukine, qui est un autre type d'immunothérapie, qui, lorsqu'on le donnait à des fortes doses, donc stimulait le système immunitaire, faisait réagir contre le cancer. Mais c'est un médicament qui était aussi très toxique et qui faisait en sorte qu'on devait le donner presque aux soins intensifs. Parce qu'il y avait 25% des gens qui risquaient de faire des complications pulmonaires qui étaient sévères. Et les thérapies les plus disponibles à ce moment-là, c'était vraiment les options chirurgicales. Donc, quand la maladie était localisée, on fait la chirurgie. Mais aussi, lorsqu'il y avait des métastases, donc l'évidence de la maladie ailleurs, de pouvoir considérer d'enlever les métastases quand ils n'en avaient qu'à 1 ou 2 sites. On avait aussi, dans ce temps-là, des diagnostics qui étaient plus tardifs. Donc, on avait plus de gens qui arrivaient avec des stades plus avancés, en partie parce que la radiologie était un peu moins efficace, moins précise que ce que l'on a maintenant, mais aussi parce qu'il y avait moins d'accès facile à l'échographie abdominale. Donc, maintenant, je dirais que plusieurs des cas qui sont découverts le sont de façon fortuite. Quelqu'un se plaint d'un petit peu de mal dans le ventre, a une échographie, il n'y a pas vraiment mal dans le ventre à cause de son cancer du rein, mais on le trouve à ce moment-là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de cas qui sont reconnus maintenant à des stades un peu moins avancés. Mais au global aussi, on a plus de cas que l'on en avait il y a 15 ans. Il y a une augmentation du nombre de cas de cancer du rein. On ne connaît pas vraiment les raisons qui sont liées à ça. Et d'ailleurs, ça fait partie des mandats que s'est donné le groupe de recherche canadien, de tenter par nos banques de données, de tenter d'identifier s'il y avait des facteurs environnementaux qui peuvent être impliqués dans ça. Quand on se ramène à peu près à ces années-là, au numéro de 95-98, il y avait des études qui avaient été faites donc, pour des patients avec une maladie métastatique. Et quand on les regardait à partir du temps 1 jusqu'à leur décès, on voit qu'ils aient un mauvais pronostic selon des facteurs que je ne vous définirai pas, mais c'est simplement pour vous montrer ça. Donc, ceux qui avaient des mauvais pronostics initialement avaient des survies qui étaient seulement de quelques mois. Ceux qui avaient des facteurs intermédiaires avaient une survie d'environ 1 an et ceux qui avaient des très bons facteurs pronostiques avaient une survie d'environ 2 ans. Donc ça, on se ramène à la fin des années 80, début des années 90. La ligne bleue représentait environ 50% à 60% des patients et les autres étant plus mineurs dans ce qu'on retrouve dans cette catégorie-là. Quand on regarde maintenant, oups, il y a une petite inversion, 2013, de 2103, je ne serai pas là pour vous en parler.
il y avait on a, vous savez, de plus en plus de thérapies systémiques, multiples qui sont disponibles. Donc, on a la catégorie de ce qu'on appelle les inhibiteurs du VEGFR. On a entendu parler tout à l'heure du sunitinib ou du Sutent, le pazopanib, l'axitinib, qui est une autre molécule. Donc, ils sont tous dans la même catégorie des inhibiteurs du VEGFR. Donc, je ne vous parlerai pas de tous les mécanismes qui sont impliqués là-dedans, mais on peut facilement dire qu'on a découvert avec les années que la voie d'activation du VEGF, donc du Vascular Endothelial Growth Factor Receptor, était très, très, très importante dans le cancer du rein et que de l'inhiber fait en sorte qu'on est capable d'arrêter la croissance cellulaire et même de diminuer les métastases qui sont présentes. On avait donc, on a encore formellement des médicaments qui sont à dose unique, mais on a de plus en plus de recherches qui nous indiquent et d'expériences cliniques des gens qui font en sorte qu'on est capable de modifier les doses en fonction des effets secondaires. Donc, pour certains, c'est d'augmenter les doses, d'autres de diminuer, de changer la cédule d'administration. Et ça, en grande partie, je vous dirais, par rapport à toute l'expérience internationale, les groupes canadiens ont amené beaucoup par rapport à ça. Et celui qui était le pionnier dans ça, c'est le Dr. Bjarnason, qui est à Toronto, qui nous a tous embarqués dans son histoire de modifier les doses et modifier les cédules d'administration pour faire en sorte qu'on soit capable d'avoir une meilleure dose-intensité. Et on a déjà des preuves indirectes, qu'on est en train de tenter de faire des preuves directes, mais on a déjà des preuves indirectes, comme quoi ça fait en sorte qu'on est capable d'augmenter la survie des patients en agissant de la sorte. Et on n'a pas encore de nouveaux médicaments, on a juste mieux utilisé les médicaments que l'on a développés au cours des dernières années. On a les inhibiteurs du mTOR, le Mammalian Target of Rapamycin. Donc, on a l'Everolimus, l'Afinitor, le Toricel, le Temsirolimus, qui sont tous les deux dans la même catégorie, qui ont aussi démontré leur efficacité, soit en première ou en deuxième ligne de thérapie. Et on peut dire maintenant, en 2013, on entend parler un petit peu plus tout à l'heure, plus accès à la radiothérapie, par des meilleures techniques, par des techniques plus ciblées, mais aussi parce que probablement que le fait des médicaments que l'on donne, du moins il y a des évidences à cet égard-là, font en sorte que les cellules du cancer du rein deviennent probablement un peu plus sensibles à la radiothérapie. Si on se ramène il y a 15 ans en arrière, on considérait presque pas donner de la radiothérapie dans le cancer du rein parce qu'on considérait que c'était une tumeur qui était radiorésistante et qui répondait très peu à cette thérapie-là. Et la chirurgie, évidemment, demeure très importante dans le cancer du rein pour enlever le rein atteint, pour enlever aussi encore quelquefois des métastases et faire en sorte qu'on soit capable, pour certains, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune évidence de la maladie qui soit présente. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé maintenant et qu'on regarde la survie depuis le début des traitements ciblés et qu'on regarde nos populations maintenant, on est capable de dire que ceux qui ont, par exemple, là, un premier inhibiteur du VEGFR, un deuxième, puis après ça un inhibiteur du mTOR, ou une séquence qui est plus un inhibiteur du VEGFR, un inhibiteur du mTOR, un inhibiteur du VEGFR, on voit qu'en médiane, on est rendu à plus de 40 mois, alors que ce que je vous ai présenté initialement, c'était plus de l'ordre de 12 à 24 mois. Donc, il y a eu quand même beaucoup qui a été fait au cours des 10 dernières années, faisant en sorte qu'on a des thérapies qui sont ciblées, qui sont efficaces et qui ont formellement augmenté la survie. Ça, c'est des données rétrospectives que je présente ici, mais on a des données formelles. Au Canada, on a 2 groupes qui ont un meilleur gouvernement que nous au Québec et que le gouvernement finance le fait qu'ils ont des banques de données sur tout ce que les patients reçoivent et sur tout ce qui leur arrive secondairement. Donc, en Alberta et en Colombie-Britannique, quand ils ont introduit le sunitinib, introduit l'Afinitor et ces autres molécules-là, ils ont été capables de démontrer au gouvernement nous avons augmenté la survie de plus de 12 mois par l'introduction de ces médications-là, et ce qui fait en sorte que ça justifie que d'autres médications et d'autres argents puissent être donnés dans le cancer du rein. Ce que l'on fait avec le fait qu'on a plusieurs thérapies aussi, c'est, on l'a mentionné précédemment, c'est le fait qu'il y a maintenant un groupe canadien, donc le Forum canadien du cancer du rein, qui se réunit initialement aux 2 ans, maintenant ça va être annuellement. Et ce groupe-là, qui était constitué initialement d'une vingtaine d'oncologues médicaux, de quelques chirurgiens, est maintenant rendu beaucoup plus grand. Je pense que c'est environ 150 personnes qui sont réunies au dernier forum canadien.
Et un des mandats qu'on s'est donné au Forum, c'est de constituer des consensus. Donc, on affirme des choses par rapport aux thérapies qui sont disponibles et on le publie pour que ce soit disponible à toute personne qui veut en prendre connaissance, que ce soit des gens qui sont experts ou pas dans le domaine du cancer du rein. Donc, dans notre dernier consensus de l'an dernier, je m'excuse, c'est en anglais, mais c'est publié comme tel en anglais, on a suggéré que ceux qui avaient une maladie métastatique, qui n'avaient jamais été traités et qui avaient ce qu'on appelle des facteurs de risque bons ou intermédiaires, qu'ils devraient être traités avec principalement du sunitinib, avec considération pour une autre thérapie qui est le bevacizumab et l'interféron, mais qui n'est pas remboursée nulle part au Canada, le pazopanib, et nous avions parlé peut-être du tivozanib, mais nous avions mis beaucoup d'astérisques en attendant les données d'une étude qui a été publiée quelques semaines plus tard et qui fait en sorte que c'est une molécule qui n'est pas plus efficace, donc on l'a retiré de l'organigramme. On a dit qu'il fallait donner considération pour d'autres options, des hautes doses du médicament dont je vous ai parlé, l'interleukine 2, qui peut être considéré chez des personnes de moins de 40 ans avec seulement des métastases pulmonaires. Et chez ceux qui avaient un mauvais risque, de considérer d'y aller avec le temsirolimus. Ça, c'était pour des patients qui avaient des cancers du rein qu'on dit acellulaires. En deuxième ligne, on a dit que s'il y avait eu déjà un échec, un inhibiteur du VEGFR, d'y aller avec l'éverolimus ou l'axitinib. Et en troisième ligne, il n'y a pas de recommandation formelle qui peut être établie. Et ça cause des problèmes, compte tenu du fait qu'on... Peut-être certains d'entre vous là, ont déjà des deuxième ou troisième lignes et que ça cause des problèmes par rapport aux capacités de remboursement des médicaments quand on n'a pas de données formelles par rapport à ça. Et je peux vous dire que dans le courant de cette année, il va y avoir plusieurs données, dans le courant de l'année à venir, pardon, il y a plusieurs données qui vont être présentées qui font en sorte qu'on devrait avoir des thérapies de troisième ligne que l'on va suggérer dans les prochains guidelines du Forum. On ne s'est pas arrêté strictement à ça pour dire les traitements actifs de ceux qui ont des maladies métastatiques. Le traitement néoadjuvant, c'est-à-dire de donner de la chimiothérapie avant de faire une chirurgie. Est-ce qu'on devrait faire ça? Bien, on pense que non pour l'instant. Il y a des données préliminaires qui ont été faites. Certains ont commencé à le faire, mais on a pour nous dit que s'il n'y avait pas un contexte d'étude, ça ne devrait pas être fait et que la thérapie usuelle devrait être une chirurgie suivie de la chimiothérapie. La thérapie adjuvante, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est opéré, qui n'a pas d'évidence qu'il a une maladie, mais qu'on décide de le traiter avec de la chimiothérapie pour faire en sorte qu'on diminue le risque que la maladie revienne. Encore une fois, on a plusieurs études qui sont presque finies, mais pour l'instant, on n'a pas encore de preuve que c'est efficace et on risque de donner des toxicités de façon indue à beaucoup trop de gens si on l'applique actuellement sans avoir ces données-là. Quant à la première ligne de thérapie, je l'ai mentionné, c'est selon la table que je vous ai présentée. Et lorsqu'il y a une progression après la première ligne, on va vers les deuxièmes lignes que je vous ai présentées dans le tableau précédent. Le rôle de la néphrectomie cytoréductive. Donc, étant donné qu'on a des agents qui semblent bien fonctionner, donc on prend ça par la bouche, on prend ça par les veines, ça va partout. Est-ce qu'on a encore besoin de faire enlever le rein? L'opinion des experts par rapport à ça est que oui. Pourquoi? Il semble y avoir le fait que d'enlever une bonne partie de la tumeur primaire fait en sorte qu'on a un meilleur contrôle de la maladie qui peut s'être répandue ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le rein qui est atteint, si on ne le touche pas en termes chirurgicaux, il risque de commencer à avoir des complications locales, des saignements, donc des gens qui vont commencer à uriner beaucoup de sang et qui vont causer des problèmes. Donc, ultimement, on risque de devoir faire une néphrectomie et on considère donc que c'est un acte qui est important. D'enlever les métastases, la métastasectomie, donc chez des gens qui ont peu de sites de métastases et que c'est possible de faire la chirurgie sans causer de risque à la survie, on considère que ça vaut la peine de le considérer. Une lésion unique au niveau d'un poumon, une lésion unique au niveau d'un os, ou des choses comme ça, sont dans des contextes dans lesquels on va considérer ça. Si les lésions sont multiples au niveau pulmonaire, ça risque de faire en sorte qu'on devrait enlever les deux poumons. Vous comprenez que ce n'est pas compatible avec la vie. La même chose pour d'autres organes. Si on est obligé d'enlever trop de l'organe, on ne peut pas considérer de survivre à la suite de ça, mais lorsqu'on peut considérer de le faire dans un contexte clinique qui est sécuritaire, on va considérer de le faire. Et le rôle de la radiothérapie, bien, je vais laisser Dr Lambert en revenir, mais dans le consensus, on a considéré que ça peut certainement être utilisé pour contrôler les saignements, la douleur,
et aussi pour stabiliser des métastases au niveau cérébral. Mais je vais laisser le Dr Lambert élaborer là-dessus. On a déjà amélioré, mais maintenant, on fait quoi pour améliorer les résultats davantage? Donc, il y a deux stratégies. La stratégie qu'on va appeler la stratégie du cancer du sein. Je ne suis plus du tout un expert dans le cancer du sein. J'en ai fait en début de carrière, je n'en fais plus. Mais les cancers du sein, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est qu'ils ont plus d'une quinzaine de médicaments qui sont disponibles dans le cancer du sein et qu'on les utilise séquentiellement. Donc, quelqu'un qui a une maladie métastatique, il peut avoir des traitements qui vont être appliqués pendant de très nombreuses années parce qu'il y a toujours un traitement et un autre et un autre et un autre qui peut être donné, jusqu'à ce que malheureusement ça ne fonctionne plus. On peut aussi avoir la stratégie qu'on va appeler plus comme cancer testiculaire, où on donne une thérapie très intensive au début avec une combinaison d'agents ou des nouveaux agents qu'on va utiliser dans ce contexte-là pour réduire la maladie le plus possible et espérer qu'on va avoir la plus longue survie dans ce contexte-là. Et dans le cancer testiculaire, ça fait même en sorte qu'on a des survies et des taux de succès par rapport à ça, sans évidence de maladie, qui sont très élevés. Donc, on va regarder dans le cancer du rein ce que l'on peut considérer là-dedans. Je peux vous dire qu'il y a certainement la possibilité qu'il y ait de nouveaux agents, mais il y a aussi la possibilité de regarder qu'on ait des combinaisons. Donc, pour développer des nouveaux agents, il faut trouver des nouveaux mécanismes d'action. Je vous ai parlé que dans le cancer du rein, la révolution est venue parce qu'on a découvert des mécanismes qui permettent au cancer du rein de survivre. Donc, la voie du VEGFR, la voie du mTOR, puis on a créé des inhibiteurs là-dessus. Mais il faut en trouver d'autres de ces mécanismes d'action. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour trouver c'est quoi les causes de résistance aux inhibiteurs du VEGFR, aux inhibiteurs du mTOR. Et on commence à en trouver certains. Donc, une fois qu'on a trouvé ces mécanismes de résistance, on peut aller trouver des agents qui peuvent venir peut-être complémenter la thérapie qui existe déjà pour enlever la résistance qui s'est développée. Il faut trouver des nouveaux gènes et des mécanismes cellulaires anormaux dans le cancer du rein. Ça, c'est plus difficile parce qu'il faut qu'on regarde un grand nombre de cas, isoler des gènes, tenter de voir si d'enlever un gène ou de le remettre fait en sorte qu'on avantage ou désavantage les cellules cancéreuses et de voir si de traiter ces anomalies-là ferait en sorte qu'on aurait vraiment quelque chose qui serait cliniquement significatif quand on le donne à des patients. Et il y a tout le concept qui n'est pas juste de regarder la cellule du cancer elle-même, mais de faire en sorte qu'on utilise notre système immunitaire pour être capable de se débarrasser ou du moins de contrôler le cancer du rein. Pourquoi, à prime abord, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que notre système immunitaire n'a pas été efficace à empêcher qu'il y ait un développement du cancer? Pourquoi est-ce qu'il y a un désordre de cette nature-là? Quand on a une infection, le système immunitaire, il fonctionne, puis il va faire en sorte qu'on va se débarrasser de l'infection. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas qu'une cellule est anormale et qu'on ne s'en débarrasse pas? Je vous dirais que dans 95% des cas, on fait tout ça. On développe tous des cancers que l'on a éliminés par notre système immunitaire. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui se développent et qui sont capables de passer outre notre système immunitaire? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser donc cette tolérance-là que le corps a développée au cancer une fois qu'il s'est installé? Je vais juste passer quelques petites choses intéressantes donc, qui sont l'objet de pas mal de recherches. Donc, un des mécanismes de résistance que l'on a découvert au cours des dernières années, c'est la voie de ce qu'on appelle le Fibroblast Growth Factor, et qui est une voie qui fait en sorte que même quand on a perdu la réponse aux inhibiteurs du VEGFR, il va y avoir du FGF qui est produit et qui va venir stimuler les cellules du cancer à progresser. Donc, le but, c'est de trouver un inhibiteur du FGF receptor, ce qui a été fait, un agent qui s'appelle le dovitinib, et qui est capable d'inhiber le FGF, le récepteur du FGF, mais aussi d'autres cibles. Ce qu'on a su dans une étude de phase 2, c'est qu'on avait des gens qui étaient capables de répondre, pas tellement, mais qu'on était au moins capable, chez un bon nombre, d'induire une stabilité de la maladie. Donc, au moins de faire en sorte que la maladie ne progresse pas. Malheureusement, je dois vous dire que pour le dovitinib, on a fait une étude de phase 3 qui a montré que ce n'était pas plus efficace qu'un autre genre d'agent pour empêcher la progression de la maladie. Donc, on va devoir probablement trouver de façon plus spécifique quels sont les patients qui risquent d'avoir un avantage d'être traités avec le dovitinib et c'est où on en est avec cet agent-là pour l'instant. Un autre mécanisme de résistance, c'est ce qu'on appelle la voie du MET. Donc, le MET, c'est aussi une molécule qui est à la surface membranaire
et qui va devenir surexprimée dans les cas de cancer du rein, et elle va envoyer des signaux à l'intérieur de la cellule disant « prolifère, devient plus méchante et continue de proliférer et de donner des métastases ailleurs ». Donc ça, c'est un mécanisme qui se développe une fois qu'on a déjà commencé des thérapies avec, par exemple, le sunitinib, le pazopanib ou l'axitinib. Et il y a des agents qui ont été développés, dont un, le cabazitaxel, qui, jusqu'à maintenant, dans une étude de phase 2, a démontré qu'un bon nombre de patients, vous voyez, c'est surtout ceux qui ont été traités, la plupart avaient au moins une stabilité, sinon une régression de la tumeur. C'est ce qu'on voit ici, tous ceux qui sont par en bas sont ceux qui ont eu au moins une stabilité de la tumeur ou une régression de la tumeur, et seulement quelques patients avaient d'emblée une progression de la maladie sous cet agent-là. Donc ça mène à une étude de phase 3, où on va formellement étudier le cabazitaxel dans un contexte de troisième ligne pour confirmer si ce que l'on voit dans cette phase 2-là est vrai et qu'on puisse l'appliquer chez un grand nombre de patients avec un cancer du rein métastatique qui a déjà eu 2 lignes de traitement. Ce que je vous ai mentionné, donc, c'est donc 2 nouveaux agents. Non seulement on va regarder si ça vaut la peine de les utiliser seuls, mais aussi en combinaison avec d'autres agents. Et quand on parle combinaison, vous comprenez tout de suite que ça veut dire augmentation potentielle des effets secondaires. Si on en a un, il y a déjà des effets secondaires. Quand on en donne 2, il peut y avoir des effets secondaires qui, quelquefois, ne sont pas tolérables. Et ça, il faut tout qu'on l'étudie avant de pouvoir les utiliser en combinaison comme ça. L'autre élément que je voulais présenter, c'est par rapport à la réponse immune. Ce qu'on a découvert depuis à peu près une couple d'années, c'est qu'on a, au niveau des cellules cancéreuses, un agent qui s'appelle le PD-1, qui, quand il vient être stimulé, fait en sorte qu'on dit à nos cellules immunitaires de ne pas agir. Donc, la cellule cancéreuse, elle est assez tricky, elle est assez bonne. Elle produit du ligand du PD-1, elle envoie ça et elle dit aux cellules immunitaires, tu ne reconnaîtras pas les cellules cancéreuses, tu ne feras rien contre celles-là. Donc, la stratégie qui a été développée, c'est de faire un anticorps contre le PD-1 pour faire en sorte que l'on empêche ce signal-là et que les cellules immunes puissent faire leur job, puissent reconnaître les cellules cancéreuses et avoir une réponse immune secondairement à ça. Et dans ce contexte-là aussi, les agents qui ont été utilisés, puis le premier, c'est le nivolumab, pour lequel on a un peu d'expérience maintenant, démontrent que quand on l'utilise chez des patients qui avaient déjà eu beaucoup de thérapie, à des petites ou à des plus fortes doses, on a des taux de réponse. Là, on a 30% des patients qui avaient une réduction de la maladie d'au moins 50%, ce qui est important. Donc, c'est des petits nombres de patients, vous voyez, jusqu'à maintenant, et il y a une étude, encore une fois, de phase 3 qui a été faite dans un contexte de deuxième ligne où on a comparé le nivolumab à l'éverolimus pour savoir est-ce qu'il serait supérieur dans ce contexte-là. Mais plus que ça, c'est intéressant, le nivolumab, c'est probablement un agent qu'on va être capable de combiner facilement avec d'autres agents parce qu'il semble donner des effets secondaires qui sont relativement bien contrôlés ou contrôlables par des médicaments assez simples. La dernière chose dont je voulais parler, c'est qu'on s'en va aussi vers la production de vaccins. Les vaccins, ça peut être juste, on donne un vaccin qui est un antigène, puis on espère qu'on va faire une réaction contre ça, mais on peut devenir un peu plus intelligent que ça dans la façon de faire des vaccins. Une des études que l'on commence ici, dans 3 semaines d'ailleurs, c'est on va prendre carrément la tumeur, on isole les cellules immunes du patient et on met les cellules immunes en présence de ses propres cellules cancéreuses et on les stimule, ces cellules-là, pour qu'elles produisent d'emblée une réponse contre les cellules cancéreuses. Et ce que l'on va faire, c'est donc en même temps que l'on va commencer le traitement contre le cancer avec du sunitinib, on va leur donner un vaccin actif. Donc, une combinaison ici. Et ça, on le fait parce qu'on sait déjà que de le donner tout seul, il y avait un certain nombre de patients qui avaient eu des réponses au traitement et on espère que la combinaison va faire en sorte qu'on va augmenter le nombre de patients qui répondent bien au traitement et qui peuvent en profiter encore plus longtemps. Donc, en conclusion, je pense que je voulais vous démontrer qu'il y a plusieurs avancées significatives qui ont modifié notre algorithme de traitement depuis 10 ans. Mais je vous dirais que plus que les algorithmes, il y a aussi la connaissance médicale et l'expertise qui a été développée par bon nombre de médecins pour faire en sorte qu'on utilise plus adéquatement les médications
qu'on gère mieux les effets secondaires et qu'on fait en sorte que les gens les utilisent beaucoup plus longtemps avec des augmentations de la survie. On a encore beaucoup de questions en suspens, je l'ai mentionné. Pourquoi est-ce qu'on développe des résistances? Comment est-ce qu'on peut enlever la résistance qui se développe? Et la seule façon de pouvoir répondre à ça, c'est des études. Actuellement, pour vous donner l'exemple de ce que l'on a comme étude ici, en première ligne, donc la première évidence de maladie métastatique, avant de faire la chirurgie, c'est le vaccin dont je vous ai parlé. Donc, on va, quand il va y avoir la néphrectomie, prendre une partie de la tumeur, produire le vaccin et commencer le traitement avec le sunitinib et le vaccin. Mais pour ceux qui auraient déjà eu une néphrectomie dans le passé et qui développent une maladie métastatique, on a des protocoles où on utilise le sunitinib à dose ajustée et même en augmentant les doses pour faire en sorte qu'on soit capable d'avoir des réponses plus adéquates. En deuxième ligne, quand les premières thérapies ne fonctionnent plus, on a des études donc avec le PD-1 dont je viens de vous parler, l'anti-PD-1 qui rétablit la réponse immune, comparé les vérolimus. Mais on a aussi une autre étude où on tente de regarder les vérolimus et qu'on va aussi tenter de moduler l'immunité parce que les vérolimus est aussi capable de moduler l'immunité des patients. Et en troisième ligne, l'étude dont je vous parlais, le cabonzitinib versus le sorafenib, est aussi une étude qu'on va ouvrir au cours des prochaines semaines. Donc, beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne crois pas du tout qu'on a les réponses complètes dans ce que l'on doit faire dans le cancer du rein. Et la prochaine chose, c'est de pouvoir continuer à faire des études. Le cancer du sein, c'est devenu une pathologie que l'on contrôle beaucoup mieux parce que les patientes ont accepté en grand nombre de participer à des études. Certes, toutes les études n'ont pas été positives, mais globalement, il y a assez d'études positives pour faire en sorte qu'on est capable de bien contrôler le cancer du sein maintenant. Et j'espère la même chose et qu'on pourra avoir des succès aussi glorieux dans le cancer du rein dans 5 à 10 ans d'ici. Merci.